Bonjour à tous et bienvenue sur Café Dev. Pour cette deuxième vidéo de l'été, je vous propose de définir un petit peu plus ce que c'est le cloud natif. Vous l'avez vu lors de la première vidéo, durant cet été, je vais développer une application cloud native, open source, pour une association, en l'occurrence Surfrider. Mais du coup, qu'est-ce que veut dire une application cloud native? Quels sont les impacts sur l'architecture, sur votre code? Et puis ensuite, comment on peut développer ce projet d'application avec une architecture cloud native? Eh bien, ce sont les deux sujets que je vous propose de voir dans cette vidéo. Je vais vous commencer par sortir un tableau blanc et travailler ensemble sur ce tableau blanc pour définir ce que sont les composantes d'une application cloud native et ensuite faire ensemble le début de l'architecture de cette solution. Avant de concevoir une architecture cloud native, il nous faut définir ce que veut dire une architecture cloud native ou cloud native. La plupart du temps, quand on fait cet exercice, on part de quelque chose que vous connaissez, en l'occurrence une installation on-premise, à savoir des serveurs que vous achetez et que vous installez soit dans vos data centers, soit dans les data centers de fournisseurs de services, en opposition justement avec ce que l'on cherche à faire, une architecture cloud native. Et pour ça, on va prendre différents points. Tout d'abord, sur une architecture on-premise, on va essayer d'éviter à tout prix les pannes, les interruptions de service. Et donc, on va influencer les machines, l'achat des serveurs pour ça. Alors que dans le cloud, on considère que les pannes, notamment les micro-coupures, sont très fréquentes et qu'on va devoir les gérer. Enfin, dans une architecture on-premise, nous avons des capacités qui sont fixes, quel que soit notre usage, alors que dans le cloud, nous allons avoir des capacités variables, nous permettant, pour des pics de charge par exemple, d'avoir beaucoup plus de ressources que ce que l'on aurait en temps normal. Les architectures on-premise ont souvent des cycles de déploiement de mise à jour qui sont très longs. On va peut-être déployer une mise à jour tous les 6 mois, tous les ans, tous les mois. Alors que quand on est dans une architecture cloud native, on est souvent également dans une démarche d'agilité et une démarche DevOps avec des mises à jour en continu plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par semaine. Lorsqu'on est dans une architecture on-premise, on fait souvent un choix de technologie limité. On a par exemple souvent un seul type de base de données. Lorsque l'on passe dans une architecture cloud native, étant donné que l'on a un ensemble de services autogérés à notre disposition, il nous est beaucoup plus facile de mélanger les technologies pour choisir la meilleure technologie pour chacun des besoins. Et donc par exemple, d'avoir une architecture de base de données polyglotte avec différents types de bases de données au sein de votre même architecture. Enfin, souvent, les applications qui sont déployées on-premise sont des applications plutôt monolithiques, alors que l'on va retrouver sur le cloud plutôt des applications distribuées, éclatées, voire des microservices. Maintenant que nous venons de voir les principales caractéristiques du cloud natif, nous allons voir ensemble un certain nombre de principes de design que vous devez garder en tête quand vous réalisez votre architecture. Le premier point, et l'un peut-être des plus importants, c'est le principe de scalabilité horizontale. Là où sur des serveurs on-premise, on changeait souvent la configuration matérielle, ajouter plus de RAM, ajouter plus de disque dur, plus de CPU. Si on veut scaler à partir d'un certain taille, on va être obligé en fait de scaler de manière horizontale, c'est-à-dire de distribuer la charge de travail sur un ensemble de machines avec des configurations beaucoup plus raisonnables, mais avec énormément de machines pour traiter une charge de travail. Pour cela, il y a un certain nombre de choses à faire. Tout d'abord, il va falloir limiter l'affinité de session. C'est l'un des premiers points quand vous avez une session pour une application web qui est gardée en mémoire. Il faut essayer de limiter cette affinité ou de stocker cette session ailleurs. C'est la grosse différence entre les services dits stateless, qui ne gardent pas d'état, et les services qui disent stateful, qui gardent un état. Les services stateful sont beaucoup plus complexes à scaler. Ensuite, il va falloir identifier les différents points de contention, les points dans votre architecture qui vont pouvoir amener à un problème de scalabilité. On a par exemple la base de données ou le stockage. Et ainsi, choisir le meilleur moyen de travailler autour de ces points de contention.
Il faudra ensuite essayer de décomposer les différents services par leurs besoins de scalabilité. Par exemple, si vous avez un traitement batch qui s'effectue toutes les nuits, il ne va pas avoir le même besoin de scaling que l'application front qui va être massivement utilisée pendant les horaires d'ouverture. Il faudra donc peut-être déployer ces deux services sur deux systèmes différents. Enfin, il faudra voir quelles sont les tâches gourmandes en ressources que vous pourrez extraire dans un autre endroit de votre architecture. Par exemple, si vous avez besoin de redimensionner des images, une opération qui est gourmande en CPU, eh bien on pourrait imaginer le réaliser sur un processus en background ou une Azure Function liée avec une file de messages pour décharger votre front. Deuxième principe de design, créer des services résilients ou, si on veut le traduire en français, créer des services auto-réparants. Le premier pattern à implémenter, et ce directement au sein de votre code, c'est le retry pattern. Tout simplement, vous essayez de faire une requête en base de données, la base de données n'est pas accessible, et bien vous allez réessayer de faire la requête quelques millisecondes ensuite. Ça permet la plupart du temps de résoudre le problème. Je vous invite à consulter un podcast que j'ai fait avec Programmer dont le lien est dans la description de la vidéo. Deuxième élément, implémenter des limites logicielles. Par exemple, en implémentant ce que l'on appelle le throttling. Cela permet de protéger votre infrastructure en arrêtant des services avant d'atteindre un point où vos services ne pourront plus assurer la charge. C'est d'ailleurs le cas de beaucoup de services Azure sous forme d'API, comme les Cognitive Services. Enfin, pensez à des solutions de failover. Alors que ça soit des failover au niveau des bases de données, si la base de données qui est déployée en France n'est plus accessible, eh bien appelez le réplica qui est installé par exemple en West Europe, mais ça pourrait être aussi utiliser un autre service temporairement, le temps de revenir à la norme. Dernier principe de design que vous pouvez appliquer, concevoir autour des limites. Quand on est dans un environnement cloud, on a un certain nombre de limites que l'on va devoir respecter. Et donc il est intéressant de prendre en compte ces limites directement dans le design. L'une des premières limites, principalement au niveau des données, c'est le partitionnement. Une base de données SQL a toujours des limites qu'il est difficile de dépasser. Certains services, on le verra juste après, ont également des limites. La première réponse, c'est de partitionner ces données. C'est-à-dire que on va séparer les données sur plusieurs instances, sur plusieurs bases de données différentes et avoir un morceau de logiciel qui va les séparer. Alors, sur quoi partitionner ces données ? Si vous êtes dans un environnement multi-tenant, multi-client, eh bien tout simplement, toutes les données d'un client vont être sur une base de données et les données d'un autre client vont être sur une autre base de données. Mais si vous êtes sur une application où toutes les données ont du sens ensemble, eh bien peut-être sur une donnée métier, par géographie, par zone ou par d'autres types d'informations. On parlait des limites. Tous les services sur les clouds, et notamment sur Azure, ont leurs propres limites. On appelle ça les Scalability Targets. Ces Scalability Targets sont documentés. Vous retrouverez le lien des Scalability Targets d'Azure dans la description. Eh bien, savoir que telle base de données ou tel stockage de documents est limité par exemple à 1000 utilisateurs concurrents, eh bien, va vous permettre de concevoir ces limites et par exemple de savoir à quel moment vous devez partitionner ou pas une donnée. Voici en quelques mots les principaux patterns, principes de design que vous pouvez appliquer dans vos architectures. Après ces principes de design, il y a également des principes de qualité, des éléments qui est intéressant d'intégrer après en étape de vérification, une fois que votre design est fait, afin de vous assurer que votre architecture est correcte. Le premier de ces principes, c'est la résilience. Est-ce que votre service va survivre à la panne d'un composant, à la panne d'un hébergement web, à la panne d'un data center en entier? Et qu'est-ce que vous mettez en place pour que votre système survive à ce genre d'événement? Alors bien évidemment, il faudra adapter
ce que vous mettez en place en fonction de votre budget et de vos exigences de votre projet. Le deuxième point, c'est la disponibilité. C'est une chose de survivre à un événement de base de données, c'est une autre chose d'avoir un service qui est disponible tout le temps. Chacun des services sur Azure est livré avec un SLA, Service Level Agreement, où Microsoft vous garantit une certaine disponibilité. Mais si vous utilisez un ensemble de services composés pour faire votre produit, eh bien, il va falloir calculer ces SLA composites afin de déterminer quelle est la disponibilité de la plateforme sur laquelle vous vous basez et voir si c'est en adéquation avec vos besoins. Ensuite, la scalabilité. Est-ce que votre application va être capable de grossir en fonction de l'usage qui en est fait, et ce, d'un point de vue infrastructure et non pas d'un point de vue code. Enfin, les environnements cloud sont fortement exposés aux attaques et à d'autres éléments d'insécurité, et donc la sécurité doit être prise en compte dès le début du processus de développement et être, si possible, intégrée tout au long du processus de développement, avec par exemple une démarche DevSecOps. Ces différents piliers de qualité doivent être évalués en continu sur votre projet. Premièrement, vous devez les évaluer à différents niveaux. Si vous êtes en train de développer une API, bien pensez à l'intérieur de l'utilisation, du développement de l'architecture de cette API à ces différents piliers. Enfin, si vous regardez au niveau du service, un service qui va donc utiliser peut-être plusieurs API et des applications clientes, eh bien à ce niveau-là, qu'est-ce qui est mis en place pour assurer ces différents piliers de qualité? Enfin, pour vous aider à revoir les services que vous avez créés, nous mettons à disposition sur notre documentation un ensemble de checklists. Là aussi, vous pouvez retrouver le lien dans la description de la vidéo, qui vont vous permettre de faire une évaluation rapide de votre niveau de qualité sur ces différents piliers. Ces différents piliers sont les principaux en fonction bien évidemment de vos besoins. Il pourrait y en avoir quelques-uns en plus. Alors maintenant, je vous propose de prendre ces différents éléments et d'essayer ensemble de les mettre dans un exemple d'architecture. Et pour ça, je vais donc prendre le projet Surfrider. Si on le conçoit de manière basique ou on-premise, on va peut-être avoir un seul serveur physique sur lequel on va déployer plusieurs sites web avec la partie front, la partie back, les API, et puis peut-être que si je suis sur une petite base de données, je vais carrément mettre le serveur de base de données sur ce même serveur physique, ou peut-être avoir un serveur dédié juste pour la base de données, et puis j'aurai probablement des services Windows ou des tâches cron qui vont tourner en background pour faire un certain nombre de choses. Alors, ça c'est une vision très on-premise, qui va être limitée par les contraintes de ressources. Sur une architecture web, on va plutôt se concentrer sur les différents composants. On a tout d'abord un composant front, donc là c'est du HTML, du CSS, du JavaScript. Et bien par exemple, au lieu de l'héberger sur un serveur web classique, on pourrait utiliser un blob storage. Un blob storage, c'est un service Azure qui vous permet de stocker des fichiers. Et l'une des fonctionnalités de ce blob storage, c'est l'hébergement de sites statiques. C'est un hébergement qui est optimisé pour servir des données statiques, donc ça peut être des fichiers web de type HTML, CSS, JavaScript, ou par exemple des PDF ou des images. Et si on veut ajouter de la redondance et de la performance, eh bien on pourrait exposer ce front à travers un CDN, un Content Delivery Network, qui est un service qui va en fait répliquer le contenu de mon blob storage sur un ensemble de serveurs qui seront plus proches de l'utilisateur. Derrière, ce front va appeler un ensemble d'API pour pouvoir envoyer les images et taguer les images qui sont déjà dans la base de données. Cette API, je vais, côté développement, l'encapsuler au sein d'un conteneur Docker qui va me permettre en fait d'embarquer l'intégralité des ressources dont j'ai besoin pour exécuter cette application au sein d'un package de déploiement simple. Et ce conteneur, j'ai plusieurs solutions pour venir l'héberger sur Azure. A priori, pour le besoin de ce projet-là, je vais choisir Azure Web App for Container. Azure Web App est un service qui vous permet d'héberger très simplement des sites internet et de les mettre à l'échelle avec un système de load balancer. Et il est capable de supporter l'hébergement de conteneurs.
Ces API-là vont parler à une base de données. J'aurais pu choisir une base de données type SQL, mais j'ai fait un autre choix. J'ai fait le choix d'une base de données NoSQL, en l'occurrence de Cosmos DB, qui propose un certain nombre de fonctionnalités, notamment en ce qui concerne la haute disponibilité et le déploiement multi-région, donc avoir une base de données qui est déployée dans plusieurs endroits du monde. Et je détaillerai pourquoi j'ai fait ce choix-là un petit peu plus dans une prochaine vidéo. Alors cette application API devra également parler à d'autres ressources. Par exemple, il va y avoir des logs qui seront conservés probablement dans un blob storage, et puis il y aura peut-être d'autres outils d'analytics pour pouvoir surveiller ce qui se passe sur la plateforme qui seront également utilisés. C'est très fréquent, comme je l'ai dit au début de la vidéo, avec des architectures polyglottes où en fait les données de votre applicatif vont être hébergées sur différents supports pour répondre au mieux aux besoins et aux contraintes que vous avez. Voilà, en quelques minutes, ce que l'on peut dire sur les architectures cloud natives. Bien, j'espère que maintenant vous êtes un petit peu plus à l'aise avec la définition d'une application cloud native et des impacts que cela peut avoir sur les choix d'architecture, sur les choix techniques ou les choix de code. Je vous propose de vous retrouver dans une prochaine vidéo où on va pouvoir commencer à travailler réellement sur le projet. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour être au courant des prochaines vidéos et également à vous abonner à cette chaîne pour recevoir directement les notifications. À bientôt!